Bonjour, bienvenue dans les studios de Radio Broadgenet, plateau média du 17 février consacré à la thématique images, cinéma, médias pour la saison Africa 2020 en Bretagne. À mes côtés, Benoît Rouet, directeur du Cinéma Rex. Bonjour. Au platine, comme d'habitude, mon ami Gaël Ledu, directeur de Radio Broadgenet. Françoise Ramel, bonjour. Voilà, une belle radio associative, bilingue, partenaire officiel de la saison Africa 2020. Allez, sans plus tarder, dernière partie, nous évoquons la question des médias. Et ben oui, nous allons parler des réseaux. Du cinéma. Du cinéma encore. Et on reviendra justement pour finir cette partie à ce qui s'est passé en mars 2020 encore, grâce à toi Benoît au Cinéma Rex. Mais j'en dis pas plus. Donc, grâce au réseau, disais-je, j'ai repéré un monsieur qui s'appelle Éric Lebras. Alors, je l'ai repéré à cause de son nom, hein, Lebras. Forcément, je me suis dit, celui-là va pouvoir me dire oui, même s'il ne me connaît pas. Il va pouvoir te parler en breton. Yam, Marseille, Ibréonec, Pérac pas. Mais non, donc Éric Lebras a bien voulu, grâce à LinkedIn, répondre à mon invitation. Et alors, inutile de le présenter, ça va se faire dans l'interview. Vous allez voir, il y a du lourd. Il fait tout le boulot. Il fait tout le boulot. Éric Lebras, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste et formateur, vous êtes basé à Bordeaux. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour la deuxième rencontre régionale Africa 2020 en Bretagne sur le thème images, cinéma, médias. Alors, d'abord, une petite présentation que j'ai trouvée sur votre page LinkedIn. Alors, vous êtes journaliste, reporter, chroniqueur, éditorialiste, rédacteur en chef, directeur de rédaction, concepteur de journaux, de médias numériques, d'émissions de radio, auteur, consultant, formateur, coach, photographe, bref, vous êtes explorateur éditorial. Alors, Éric, qui êtes-vous ? Tout ce qui était cité plus haut. Quand je dis que je suis explorateur éditorial, c'est parce que à mon âge canonique, j'ai 60 ans maintenant, donc je suis un vieux journaliste. J'ai à peu près tout fait sauf de la télé. J'ai fréquenté différents types de médias et j'ai aussi pas mal voyagé. J'ai beaucoup travaillé, notamment en Afrique, d'où cette marque d'explorateur éditorial que j'aborde depuis quelques années maintenant. Alors, être journaliste, c'est une chose, avoir de l'expérience, c'en est une autre, mais transmettre, c'est en soi un vrai travail, une vraie mission. C'est un autre métier, c'est un deuxième métier. C'est vrai que j'ai d'abord été journaliste, rédacteur en chef, j'ai créé pas mal de médias dans ma vie. Et puis petit à petit, j'ai toujours eu quelques petites expériences de formation. Je suis souvent intervenu dans des écoles de journalisme ou de graphisme ou dans des écoles tout court. Ça m'est arrivé d'intervenir dans des banlieues notamment, dans lesquelles j'avais grandi, les banlieues nord de Paris. Et j'ai finalement glissé vers la formation, essentiellement vers la formation au journalisme. C'est souvent le cas en fin de carrière. Alors, en tant que journaliste, vous avez justement cette maturité d'une part et ce recul nécessaire pour travailler avec l'info, pour travailler sur l'info, faire réfléchir sur l'info. Vous avez dû vous-même, j'imagine, vous adapter tout au long de votre carrière à l'évolution très rapide du monde des médias. On est un peu obligé de s'adapter effectivement à cette évolution. Moi, j'ai commencé avec une évolution, en fait. J'ai commencé avec ce qu'on appelait les radios libres dans les années 80, qui avait un petit peu bouleversé tout le paysage radiophonique français à cette époque. Et depuis, j'ai pas arrêté, en fait. J'ai toujours été intéressé dès les débuts du web à rattraper ce train qui allait de plus en plus vite. Je continue. Je suis fasciné par ce qui se passe sur TikTok en ce moment. On est en train on invente réellement toujours de nouvelles narrations de l'info, et donc il faut les suivre, mais c'est passionnant, c'est pas traumatisant, même pour un vieux journaliste comme moi. Du coup, quand on est enseignant ou enseignante et qu'on s'intéresse à l'éducation aux médias, ça demande aussi une certaine ouverture d'esprit. On ne peut pas juste caler comme ça une progression pédagogique. Il faut interroger tous les enjeux. Comment vous diriez, vous, de manière synthétique, Éric, quels sont les enjeux aujourd'hui, 2021, de cette façon d'enseigner les médias ? J'ai l'impression que par rapport à ce que j'ai connu une dizaine d'années, les enjeux sont complètement différents, notamment à cause des réseaux sociaux. Il y a de nouveaux
types de journalisme, j'appelle ça du journalisme malgré tout, qui apparaissent en ce moment sur les réseaux sociaux. Je pense que sur Instagram ou sur TikTok ou sur Facebook pour les plus vieux, on peut faire un média sans créer un média. On est soi-même un média. Ça peut être tout et n'importe quoi. Évidemment, ça va de l'extrême rigueur journalistique aux appels à la haine complètement délirants. Mais dans ces nouveaux environnements, on a maintenant des possibilités non seulement d'exprimer, mais aussi d'informer. Il faut juste apprendre des nouveaux codes, et je crois que c'est assez fascinant, y compris pour des enseignants à l'éducation aux médias. Maintenant, on peut s'éduquer aux médias sur les réseaux sociaux. Alors Eric, vous allez nous parler d'une expérience en RDC, République démocratique du Congo. L'éducation aux médias peut passer par se mettre soi-même en position d'acteur, c'est-à-dire voilà, je suis jeune, je rentre dans un programme de formation ou je suis dans une classe donnée et je deviens créateur de contenu. Qu'est-ce qui s'est passé en RDC et pourquoi vous étiez sollicité en tant qu'expert ? Alors en RDC, il y a une expérience qui a lieu depuis maintenant, je ne sais plus, je crois que 6 ou 7 ans, qui a été initiée par l'UNICEF, qui est une expérience assez passionnante. En fait, l'UNICEF repère des enfants à travers différentes structures et leur propose de devenir enfants reporters. Ces enfants en général, je crois que ça commence à 8 ans si je me souviens bien, mais généralement ceux que j'ai rencontrés avaient plutôt autour de 12 à 15 ans, des enfants qui apprennent les règles journalistiques de base et qui en plus font des plaidoyers pour les droits des enfants, puisque c'est un peu le créneau et le credo de l'UNICEF. Et donc il y a 600 enfants dans toute la RDC, mais la RDC c'est quand même un pays de plus de 100 millions d'habitants, 600, dont la moitié ont moins de 18 ans. Vous les avez rencontrés, ces jeunes, j'imagine, en atelier ? J'en ai rencontré quelques-uns. J'en ai rencontré qu'une quinzaine de Kinshasa. Et j'ai rencontré aussi ce qu'on appelle des encadreurs, c'est-à-dire que ce sont d'anciens enfants reporters qui deviennent en quelque sorte, je dirais, chefs de rubrique ou chefs de service, on pourrait dire ça dans une rédaction classique, et qui donc encadrent chacun 5 ou 6 ou 10 enfants reporters, qui ensuite vont sur le terrain recueillir des informations et aussi raconter la vie d'autres enfants comme eux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces enfants ? Est-ce que ce type d'initiative leur permet d'aller vers une estime de soi différente, une confiance en soi différente, ou se sentir en prise avec leur réalité ? Il y a de tout. Il y a tout ce que vous dites est vrai. Par exemple, il y a des enfants des quartiers plutôt chics de Kinshasa qui vont faire des reportages sur les enfants des rues, des enfants avec qui ils ne parlent jamais, ou alors sauf pour acheter des mouchoirs ou des masques en ce moment dans les rues. Il y a aussi des justement de ces quartiers populaires qui accèdent à une forme de citoyenneté qui leur était inconnue et qui vont voir des experts, des médecins, des avocats pour parler droits de l'enfant ou santé. Donc il y a un réel brassage extrêmement intéressant dans un pays où les classes sociales sont souvent cloisonnées et qui là permettent à des enfants de différents univers de se rencontrer et d'apprendre ensemble des règles de base du journalisme et de la citoyenneté. Alors c'est aussi un vrai travail d'aller vers l'autre, puisque pour poser des questions, pour les formaliser, voilà, il y a aussi toute une préparation. Ces jeunes, vous les sentez spontanés, capables de se dire voilà, j'y vais sans complexe, ou au contraire, il faut vraiment les accompagner pour leur dire voilà, tu es légitime à poser des questions, tu es légitime pour parler à tel avocat. Au début, ils sont presque tous timides, ce qui est complètement normal. Et après, évidemment, ce sont des enfants, des ados, et qui finissent par se lâcher et qui finissent par jouer avec les règles qu'on leur apprend. Il faut savoir qu'ils sont aussi encadrés à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes adultes qui étaient anciens enfants reporters, qui les accompagnent en reportage.
pour à la fois des raisons de tutoring, de mentorat, mais aussi des raisons de sécurité parce que on est en RDC et la vie est pas simple et quand on va travailler avec un téléphone mobile, un smartphone pour prendre des photos et éventuellement enregistrer des images, il vaut mieux être accompagné et être protégé. Alors la vie n'est pas simple, vous le rappelez, Eric Lebras. Est-ce que c'est pas une difficulté quand on intervient sur le continent africain en tant qu'Européen ou bien qu'on reste en France dans le cadre de la saison Africa 2020 Est-ce que c'est pas justement un risque de méconnaître ces réalités, ces tensions Voilà, comment être humble par rapport à ce qu'on crée, à ce qu'on fait, à notre propre curiosité qui à la base est plutôt humaniste et voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas à être un peu vigilant sur notre façon de regarder l'Afrique? Oui, bien sûr, mais on n'est jamais seul. Moi, très souvent, quand je fais des formations en Afrique, j'ai toujours un co-formateur qui connaît bien les réalités locales. Et moi, je suis là pour raconter de la technique. En fait, j'enseigne de la technique journalistique, comment on fait pour répondre aux questions de base que peuvent se poser le lecteur et l'auditeur. Et ça change pas d'un pays à l'autre. Mais en ce qui concerne les adaptations aux réalités locales, oui, il faut toujours être accompagné sur place parce qu'on est toujours forcément un petit peu à côté de la plaque. On demande est-ce que je dis est juste, est-ce que je conseille vous semble adapté aux réalités locales? Oui, on n'est jamais sûr. Après, maintenant, moi j'ai vécu 5 ans au Maroc, ça fait maintenant plus de 6 ans que je vais régulièrement en Afrique, sauf en période de confinement. Donc je connais un petit peu les réalités locales des pays et les réalités suivant les pays. C'est pas la même chose au Sahel et en République démocratique du Congo. Alors la saison Africa 2020, Eric Lebras, a pour but justement de nous faire revisiter nos connaissances, d'élargir nos connaissances sur l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique contemporaine, à travers le regard des Africains. Ce regard des Africains, qu'est-ce qu'il a apporté dans votre propre parcours professionnel? Je dirais une certaine sagesse. Il y a à la fois parfois un côté très sanguin, mais dans les réunions, dans les cours que je peux donner, parce que on s'engueule volontiers comme dans toutes les rédactions finalement. Mais il y a aussi une certaine placidité, je dirais, dans le rapport à l'information, à l'actualité et au débat démocratique qui peut suivre cette information. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a une sagesse africaine qui est pas dénuée d'ironie. C'est très compliqué, complexe à expliquer, mais il y a par exemple ce qu'on appelle les parentés à plaisanterie. Je sais pas si vous en avez Oui, je connais ça du Niger, oui. Bon, voilà, dans les pays sahéliens et un petit peu autour du golfe du Guinée. Alors, on a une image de l'Afrique très conflictuelle, très guerre civile, très guerrière. Et en fait, il y a énormément de conflits qui sont désamorcés de cette façon-là. Sur cette question de vous connaissez bien l'Afrique et qu'est-ce que vous avez l'impression de ne pas encore assez bien connaître? Les langues locales. Ça, c'est une richesse aussi? Oui, c'est une richesse. Et en même temps, il y a cette richesse de la langue latine qui est devenue le français, qui permet d'être compris partout, et qu'un Congolais parle facilement à un Malien ou à un Sénégalais. Et ça, il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette langue française qui est réappropriée, transformée, réinventée en Afrique. Et je trouve que on a une richesse extraordinaire pas qu'on méprise, mais qui nous est indifférente en France, alors que c'est quand même assez fascinant de voir que la première ville francophone au monde, c'est bientôt Kinshasa. Donc, et on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Et ça ne cesse de me fasciner. Alors, vous avez dit aussi, Eric Lebras, vous intervenez en tant que formateur
technique. Alors sur les médias, on est vraiment dans ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Ça va très 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 vite. Les jeunes avec leurs outils semblent assez à l'aise avec tout ça. C'est peut-être pas le cas de tous les enseignants en France, en tout cas. Voilà, comment cette question du numérique est à la fois fascinante parce que voilà, tout semble un peu accessible, un peu plus facile, et puis surtout on peut diffuser un peu partout sans être dépendant, comme vous l'avez dit, d'une rédaction. Et comment ça peut être au contraire très piégeant et nous enfermer dans un rythme qui n'est pas le nôtre, dans une information qui n'est pas la nôtre, dans un flux où tout se perd et rien ne se transforme. C'est vrai que c'est piégeant, c'est vrai que c'est un déversoir à fake news, les réseaux sociaux. C'est vrai aussi que les fake news sont souvent plus facilement gobés par des personnes âgées que par des jeunes qui maîtrisent mieux les codes des réseaux sociaux et qui maîtrisent mieux le langage des réseaux sociaux. C'est comme au début de la télé. Je pense qu'on a inventé un nouveau langage journalistique qui consistait à travailler entre l'image, la parole, le journaliste, les témoins et ce qu'on voyait. Là, il se passe exactement la même chose avec les réseaux sociaux. On est en train d'inventer un nouveau langage et je pense que les jeunes générations maîtrisent évidemment mieux ce langage que nous. Mais regardez, quand vous allez sur TikTok, par exemple, je suis assez fasciné vraiment par TikTok en ce moment. Vous avez des moyens de raconter avec du slow motion, avec de la danse même. J'ai vu, quand on voit le journaliste du Washington Post danser sur des informations, il donne un sentiment, une émotion par rapport à du factuel. Et ça, c'est quelque chose dont on s'est toujours méfié dans les rédactions et qui peut être source d'intérêt pour une audience qui est complètement réticente et rétive à tout ce qu'a un JT actuellement, à un journal tel qu'il existe maintenant. Et c'est une éducation aux médias qui est assez fascinante. J'encourage à aller sur TikTok en ce moment, même si ça peut sembler complètement débile à quelqu'un de ma génération. C'est réellement un laboratoire permanent de réinvention de l'information. Ce que vous nous dites, Éric Lebras, c'est aussi de nous méfier nous-mêmes en fonction de notre génération et de notre pratique des réseaux d'une forme de réduction. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a un magma un peu informe, qu'il n'y a pas dans ce magma des espaces de création, des espaces d'invention. C'est ça que vous nous dites aussi, et qu'il faut, en tant qu'adulte, être un peu curieux et faire le tri nous-mêmes de ce qu'on peut, comment on peut accompagner les jeunes là-dessus, et surtout comment les jeunes peuvent nous accompagner sur leurs propres pratiques. Absolument. Il y a un échange à trouver avec les jeunes qui maîtrisent ces codes et les adultes en maîtrisent d'autres, et je pense que la collaboration entre les deux peut vraiment donner des résultats intéressants. Moi, je travaille avec le CLEMI assez régulièrement, qui travaille avec des médias scolaires. J'attends avec impatience les résultats de cette année. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec tous ces confinements en termes de production, mais je sais que il y a toute une opportunité de se réapproprier ces outils. Ça reste des outils. Avant de finir cette interview, Éric Lebras, quels sont les conseils que vous pourriez prodiguer justement à des équipes pédagogiques qui aimeraient s'investir dans la saison Africa 2020 par le biais de l'éducation aux médias ou la création de supports liés à des projets culturels, artistiques ou technologiques comme à la Nester, qui est un des projets au niveau national mis en avant? À partir du moment où il y a une bonne connexion, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver, notamment dans les capitales des pays africains. Moi, je trouve intéressant d'essayer de travailler avec des classes dans des pays africains sur des projets communs. Je sais pas, parler
parler des droits de l'enfant, parler des rapports aux parents entre deux classes, ça me semblerait intéressant pour voir comment on aborde les mêmes thématiques sur les deux continents. Et il y a des outils pour ça, pourquoi pas sur Twitch par exemple. Je pense qu'il y a des moyens de travailler d'une manière extraordinaire avec les réseaux sociaux, pour peu que la connexion soit bonne, évidemment. Si je suis enseignante, que j'ai envie de suivre vos conseils, est-ce qu'il y a des endroits où je peux aller un peu regarder, fouiller avant de me lancer pour vérifier que voilà, je pourrais être à l'aise? Franchement, je ne le sais pas. Sur Twitch, par exemple, je sais pas, je m'en suis jamais servi. Je regarde cette évolution. Moi, je pense que à partir du moment où on bidouille dans le monde digital, où on apprend par soi-même, on regarde les tutos, on recherche par soi-même et on finit par y arriver. Et si en plus on a des ados à côté qui maîtrisent encore mieux que nous ces outils, ben on leur demande. Voilà. Je crois, Éric Lebras, que vous êtes sur le départ pour le continent africain. Comment vous êtes à chaque fois que vous reprenez l'avion, dans l'hypothèse où vous pourrez être dedans, mais voilà, est-ce qu'il y a une forme d'envie permanente qui revient, comment parce que avec l'expérience on peut se fatiguer de tout, et j'ai le sentiment que vous, au contraire, vous nourrissez de tout, donc voilà, j'aimerais bien savoir comment vous vous sentez quand vous repartez. Je suis devenu journaliste parce que je voulais voyager. Donc même si c'est pas bon pour la planète, et si on le sait maintenant, j'ai le sentiment que j'apprends à chaque voyage. Je vais en Afrique pour enseigner, pour partager mes connaissances et mon expérience. Mais en fait, j'apprends à chaque voyage. J'apprends des expressions. J'apprends des tournures d'esprit. J'apprends des expériences. J'apprends des sagesses. Donc, j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. Même si ça s'arrêtera un jour, évidemment, mais c'est ma vie maintenant. Après la République démocratique du Congo et cette très belle initiative qui permet de former des enfants reporters, comme Éric Lebras nous l'a précisé, eh bien, j'ai sollicité un mondoblogueur qui était déjà présent lors du lancement du 22 janvier au rectorat. Notre première rencontre régionale Africa 2020 portait sur musique et rythme. Et Abdoulaye Abdelkadre est tchadien, il est professeur. Il est actuellement en formation pour se former justement à cette question de comment on maîtrise et comment on enseigne la pratique des réseaux sociaux qui peuvent produire le pire comme le meilleur. Et donc, Abdelkadre Abdoulaye a bien voulu nous envoyer cette vidéo où il explique pourquoi il aimerait faire un documentaire pour comment lutter contre la haine sur les propos haineux sur les réseaux sociaux et les fake news. Je suis Abdoulaye Abdelkadre, enseignant, blogueur, boursier AFF Cameroun, une bourse sur les vérifications des faits en Afrique, initiée par le programme Défi Now, qui a pour mission de lutter contre les fausses informations et les propos haineux en ligne et hors ligne en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. La stratégie adoptée par Défi Now est d'occuper l'espace cybernétique afin de sensibiliser les internautes pour une utilisation saine des réseaux sociaux. En ma qualité de boursier, j'ai pensé à un film documentaire qui porte sur l'éthique numérique. Pour moi, le cinéma reste le meilleur moyen pour sensibiliser, car il a une large portée et peut facilement atteindre la cible visée. Par exemple, à travers ce film documentaire, je veux sensibiliser les élèves des différents établissements de Kousséri. Donc, en collaboration avec les chefs d'établissement, nous allons en lieu et place des cours d'informatique projeter le film documentaire qui sera suivi d'une causerie débat éducatif, donc une séance pendant laquelle les élèves vont se familiariser avec les technologies de l'information et de la communication et éveiller aussi leur curiosité sur la nouvelle technologie, sur les nouvelles technologies et les mettre aussi en garde contre les dangers qui circulent sur Internet et surtout changer leur façon de produire et de consommer de l'information, car nous savons tous que de nos jours,
les fausses informations circulent, la vitesse, la vitesse que les fausses informations circulent sur Internet est 5 fois plus rapide que la vraie information. Et surtout en Afrique, les jeunes ne sont pas sensibilisés, sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur tout ce qui circule sur Internet. Donc, à travers la projection des films et la causerie débat éducatif, nous allons éveiller la conscience des élèves sur tout ce qui concerne sur Internet, et nous allons aussi changer leur façon de produire et de consommer de l'information. Et en ma qualité de jeune africain et enseignant, j'aimerais aider les jeunes africains à devenir des citoyens numériques éthiques. Merci. La saison Africa 2020, Benoît propose de travailler avec les établissements sur plusieurs thématiques. Une de ces thématiques, c'est le focus femmes. C'est comme ça que ça a été intitulé. Et donc, je vous propose, dans ce plateau média, de finir sur cette thématique importante. Pour le continent africain, mais pour le monde aussi. Pour les femmes et pour les hommes. Alors, 3 regards, 3 projets. Le premier est porté par un photographe qui a aussi des attaches avec Pontivy. Ses parents ont habité Pontivy, tout près des Bains-Douches, pendant plus de 10 ans. Gaël Dupré était dans les studios de RBG il y a quelques semaines. Et donc, il nous a proposé une exposition sur les femmes en Côte d'Ivoire, spécialement pour nos actions Africa 2020 à Pontivy. Et le mieux, c'est d'écouter Gaël Dupré et d'aller voir sur son site à quoi ressemble cette exposition qui peut s'installer chez vous, dans vos écoles, dans vos mairies, dans vos médiathèques, et qui a pour titre Flying Girls, et vous allez découvrir pourquoi. Des maths, bonjour, je suis Gaël Dupré, photographe humaniste. Je suis un photographe engagé notamment sur l'égalité femmes-hommes, la cause féminine. En 2016, j'ai répondu à l'invitation de Marc Garanger, qui était un mentor. Marc m'a demandé de venir faire les photos du mariage de son fils, qui se mariait avec une Ivoirienne. Je l'ai suivi pendant 16 jours et pendant ce temps de travail, j'ai pu faire un travail sur la question des femmes en Côte d'Ivoire, sur la place des femmes et surtout sur une interrogation d'une société qui est entre les traditions séculaires et le XXIe siècle. Quelle sera la place de ces femmes demain? Et notamment de ces 2 jeunes filles d'une œuvre que j'ai nommée Flying Girls, qui a été primé sur le prix international Les Papillons en 2017 et qui aujourd'hui porte aussi le nom de l'exposition Flying Girls, qui est une commande de la présidente de l'association Timiline, Françoise Ramel, pour le lancement de la saison Africa 2020 en Bretagne, à Pontivy. Donc après la Côte d'Ivoire, j'ai sollicité un autre mondoblogueur qui s'appelle Xavier Catran. Xavier, lui, il vit au Cameroun. Il est photographe, aussi documentariste. Et il a commencé un travail sur la femme rurale. Le titre de son exposition, c'est la femme rurale. Et le questionnement de Xavier, c'est comment rendre visible tout ce qu'apporte la femme dans le quotidien en Afrique. Et vous allez l'écouter présenter lui-même son travail et vous allez sentir à quel point ce jeune homme est touché par cette question de la femme et de son émancipation et de la reconnaissance de son travail au quotidien. Salut à tous, Catran Xavier c'est mon nom, photographe, infographe, technicien en audiovisuel. Réalisateur de l'émission catholique En marche vers la liberté, diffusée tous les dimanches sur l'antenne régionale CRTV, Radio Nationale de mon pays. Ma photo de profil représente la nature. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon thème sur la femme rurale. La femme rurale est une main forte de la ville de Maroua. Elle parcourt toutes les rues de la ville proposant divers produits agricoles. Malgré leurs efforts et tout ce qu'elles font pour la ville, elles passent d'une manière presque inaperçue. C'est pourquoi mon projet porte donc sur ces femmes négligées, oubliées et qui méritent une suivi, une attention particulière.
C'est pourquoi je prends de la peine pour vous les présenter. Elles sont très diverses. Ils représentent un pourcentage très important, presque à 43%, selon les statistiques relevées à la communauté urbaine. Je filme ces femmes en activité et je fais ce qu'on appelle le tirage instantané. Je présente à ces mêmes femmes. Après quoi, je descends dans chaque village faire des expositions. Cette exposition suscite un très grand débat. Je vais faire des expositions dans les communes des arrondissements, j'entends ces femmes. Et puis, j'ai aussi ce qu'on appelle l'exposition du rue. Je vais faire des tableaux de dimensions modérées que j'accroche au mur des communes, de la ville. La ville de Maroua, à elle seule, compte 3 arrondissements. Grâce donc à la photographie, l'expression peut être facile. D'abord, une fois tirée, la photographie n'a plus besoin de l'énergie. Alors, mon travail va donc consister à collaborer avec les maires, d'abord, à collaborer avec les ONG locales, fera une grande découverte, un grand défi de demain. Du moment où nous sommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, les smart cities, alors, est-ce que ces femmes sont assez outillées? Est-ce que ces femmes ont cet encadrement pour embrasser l'évolution que nous avons aujourd'hui, du moment où elles sont abandonnées à elles-mêmes et ne peuvent porter leur voix haut, dans le sens que elles passent d'une manière inaperçue. Inaperçue. Et pourtant, pourquoi ne pas faire dans ces photographies les exposer, qui peut être une sorte de plaidoyer pour ces femmes qui sont nos mères, nos épouses, nos sœurs. Alors, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Je finis mon propos pour dire que je suis en même temps collecteur de patrimoine immatériel. Je passe auprès des anciens du village, je fais les enregistrements audio pour la conservation de ce patrimoine. Et dans tous ces patrimoines que je fais comme conservation, la place de la femme ressort comme un garant incontournable, un garant d'identité ethnique. Et nous approchons de la fin, Benoît. Et oui, et on va retourner au cinéma. Ouais, oui, tiens, moi j'adore le cinéma. C'est ouvert? Non, malheureusement. Alors, nous avons commencé ce plateau média par la Somalie avec Liban Doualé. Voilà. Et puis, j'ai évoqué justement le festival de Dinard et le fait que Liban avait pu faire une interview en Somalie dans un très bel hôtel d'Alain Barrière avec une jeune réfugiée somalienne, Ifra Ahmed, qui, elle, vit en Irlande. Eh bien, figure-toi qu'Ifra Ahmed, elle est presque venue à Pontivy, chez toi, grâce à toi. Oui, presque, oui. L'avant-première du film A Girl from Mogadishu s'est fait effectivement à Pontivy, l'avant-première en salle de cinéma. Et on avait la chance ce soir-là d'avoir un média. Et oui, les médias sont nos amis. C'est eux qui permettent à nos actions militantes, culturelles, artistiques et autres d'exister quelque part dans la sphère de l'information. Et film, malheureusement, qui n'est toujours pas sorti en salle en France. Eh bien non, parce que comme c'est un film qui est, je dirais, propulsé, financé par tout le cinéma anglo-saxon, le film est déjà passé sur les chaînes de télé aux USA, il est sur Prime Video en Angleterre, aux USA, etc. Et nous, en France, bien, la réalisatrice irlandaise, semble-t-il, n'a toujours pas trouvé de distributeur. Bon, je l'ai mis en relation avec Canal Olympia, qui a 14 salles de cinéma en Afrique. Et donc là, les contacts ont permis de faire avancer les choses, mais tant que les cinémas sont pas ouverts. Mais A Girl from Mogadishu devrait être vu sur le continent africain dans 14 salles du réseau Canal Olympia. D'accord. Grâce à Pontivy. Le festival de Dinard, donc il était passé en 2019, en octobre 2019 au festival de Dinard, et c'est vrai qu'après il y a eu le contexte sanitaire qui a fait que tout s'est un peu arrêté. Donc mais c'est un film extraordinaire et les gens qui sont venus le voir juste avant la fermeture du Cinéma Rex à Pontivy témoignent dans ce reportage réalisé par Olivier Delagarde, donc journaliste
qui a créé ce média en Morbihan, TV Quiberon-Labbé. Sa compagne Nathalie Delagarde était à mes côtés pour témoigner de ce sujet grave qu'est l'excision. Et donc le mieux, c'est de revoir ce reportage TV réalisé à Pontivy et de nous quitter sur ces images cinématographiques splendides réalisées par une femme, Mary McGuckian, irlandaise, grâce à une rencontre de hasard à Cannes, voilà, au Festival de Cannes, entre Ifra Ahmed et Mary McGuckian, avec cette question toute simple qui dit beaucoup sur les regards, puisque c'est le thème qu'on développe aujourd'hui. Mary McGuckian va voir cette jeune femme africaine, elle lui dit « Tu viens d'où ?» Je fais court, hein. Tu viens d'où? Et la jeune femme, Ifra Ahmed, lui dit « Bah, de Dublin. » Allez, on vous dit au revoir. On vous souhaite une très belle saison Africa 2020. Invitez-vous, tout est ouvert et c'est vraiment le moment de nous intéresser aux cultures africaines, de créer du lien, de nous entraider aussi dans nos projets respectifs. Donc, merci à toutes celles et ceux qui font vivre cette saison Africa 2020 partout dans le monde et plus particulièrement en Bretagne, hein. On est un peu chauvin, c'est vrai. Complètement. Complètement. Merci encore à Radio Broadionet de nous avoir accueillis pour ce plateau média. Merci Françoise. Merci à toi Benoît de nous avoir soutenus aussi sur l'aspect technique pour les images et puis voilà l'énergie que c'est avec plaisir que tu mets à notre disposition et puis on se dit bientôt dans ton cinéma parce que ça nous manque trop là. Dans une salle obscure, ce serait bien. Voilà, rendez-vous dans une salle obscure. Allez, Kenavo. Beautiful, isn't it? What's the last thing I remember seeing when I left? haddii fursad aad u haysatid inaad tagtid waa inaad ka faa'iidaysatid. C'est à l'invitation de la Biennale Les Femmes dans l'Histoire à Pontivy que nous avons découvert le très émouvant et poignant film de la réalisatrice irlandaise Mary McGuckian, A Girl from Mogadiscio. Avec cette projection publique unique en France pour l'heure, cet extraordinaire biopic inspiré de faits bien réels, primé dans plusieurs catégories à Bruges en 2020, interpelle dans un savant mélange sur les grands enjeux contemporains mondiaux tels que les flux migratoires et la condition des réfugiés en Europe, mais surtout et plus précisément sur le fléau des mutilations faites aux femmes au nom de la culture et des coutumes. What's your name, dear? Where are you from? My name is Ifra Ahmed. Halkan nabadgelya kweysata. If we're going to just do a little examination down below, nothing to worry about. Would you ask her how did it happen? Sit there. Tanwa naga. Kaswa token kena. I think we all know a lot about, but a thing we don't talk about cutting. Meeshan waaye meesha katmit. Waana dhaxan keena. Khalad. Hey, Fra, sano. Alors pour moi, cette soirée de diffusion du film Girl from Mogadiscio est très très importante parce que c'est dire que chacun, à notre place, nous pouvons contribuer à diffuser des messages de femmes, des messages pour les femmes, mais aussi soutenir la création. Là, on est sur un film porté par une femme irlandaise, Mary McGuckian, qui a fait un travail extraordinaire avec une actrice américaine qui s'appelle Aja Naomi King, à partir de l'histoire vécue d'une jeune somalienne réfugiée en Irlande, Ifra Ahmed. Et il me semble que ce genre de film, tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. Que d'abord c'est un film financé à partir de fonds anglais, enfin voilà, on est dans un univers de cinéma anglo-saxon, donc qui ne sait pas communiquer avec le français, qui n'a pas les réseaux pour communiquer en France. Mary McGuckian cherche encore un diffuseur en France et sur le continent africain. J'essaie de l'accompagner comme je peux bénévolement, mais on sent que c'est très difficile de communiquer en français sur ce type de film. Donc moi j'ai découvert le film au Festival de Dinard
Dinard. Donc je remercie le directeur de ce festival d'avoir invité Ifrah Ahmed et Marie Magukian. Et au moment où j'ai vu ce film, je savais que j'allais apporter tout ce que je pouvais pour le faire connaître en langue française. C'est la date unique en France. Peut-être qu'il y a une date de type projection privée demain à Nîmes pour des professionnels de la santé. Là, on est dans une configuration, voilà, tout le monde pouvait venir au cinéma, tout le monde peut venir au cinéma. Et voilà. Évidemment, de tels sujets ne pouvaient que créer l'échange et le débat, objectif de cette soirée initiée par l'association Femmes de Caractère et à laquelle notre journaliste Nathalie Delagarde-Truchot était conviée à partager sa connaissance sur les conditions des femmes dans le monde arabe. I will not stop talking. I will not stop talking until we are free of FGM. Your best days are still ahead. And Ireland, if anyone ever says otherwise, just respond, yes we can. waxaan kugu dhahay gabdhaha fiican ma hadal badan. I will not be silenced. Until girls like me are free of the fear, the pain, the shame, I will not stop. Donc très émouvant, et puis c'est vrai que moi ce qui m'étonne quand même dans l'excision, c'est comment on peut faire ça à ses enfants, à sa descendance. Ça c'est un truc que je ne peux pas comprendre. Voilà. Bon, c'est sûr qu'il y a des événements durs, enfin la situation est difficile, mais il y a une énergie de vie chez cette personne que je trouve qui nous porte tout le long aussi, quoi. En même temps, ça donne de la colère aussi de savoir toutes ces situations que vivent les femmes, de voir toutes ces croyances. Ça vaut le coup de le présenter à un plus grand public et de le faire circuler. Whether black or white, we are all women. Women who are entitled to the same human rights, no matter where we come from. Non, faut que je... Alors, donc, Liban va devenir un personnage de bande dessinée pour le projet. Et donc, pour aujourd'hui, je vais présenter le personnage de Liban. Ah, Liban. Oh, merci beaucoup. Waouh, c'est marrant, hein. Donc, j'ai dit à bientôt pour la Liban photo. Chamolière. Arrivé, Boeing TV, Bretagne. Pour la photo, c'est vraiment qui tient le truc et qui fasse aussi le V. C'est génial, comme moi, hein. Mais oui. Oui. Oh, toi, formidable. Merci beaucoup. Hein. Oh, j'adore. Alors Franck, tu es journaliste, c'est un peu grâce à toi qu'on a ce scoop là. Moi, je suis surpris. Ouais. Alors, donc c'est la première fois que Nico nous montre le dessin. Tu viens de le faire, Nico, c'est ça? Oui. Alors, je me suis dit que pour une première, ce serait bien de faire une belle première et puis que Liban soit le premier à voir ce qu'il va devenir. Alors, impression. Et toi, Franck, tu connais l'histoire aussi de Liban? Ouais. Et pourquoi tu as eu envie d'écrire un article là, sur ce projet de BD? Parce que tu m'as contacté il y a quelques semaines en me racontant il y a ce projet, ça peut être très intéressant. Et donc j'ai gardé sous le coude un petit peu. Puis je me suis dit voilà, en début d'année, on va commencer l'année avec une belle histoire. Ah, voilà. Ok. Comme on avait déjà suivi Liban 2 ou 3 fois dans le journal. Voilà. Noir breton. Liban du. Liban du. Liban du, c'est noir. Du Liban, c'est moi, c'est Liban du. Mon prénom, c'est Liban du.